Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Le sommet Union africaine-Union européenne s'est donc achevé la semaine dernière sur une déclaration finale, porteuse de bien des engagements sur le partenariat, la nature des relations, les promesses de financement, etc. Le sommet a ouvert et a fermé d'ailleurs sur un engagement de 150 milliards d'euros, portant sur les 3 volets que sont l'investissement physique, la santé et l'éducation. La ligne d'horizon est 2030, dans la perspective de la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La stratégie Global Gateway a également été mise en évidence avec un paquet d'investissements sur l'énergie, les transports et les infrastructures numériques, les transitions écologiques et énergétiques et bien d'autres domaines également, comme la croissance durable, la connectivité et le développement humain. Et bien évidemment, la déclaration finale comporte également ces volets paix et sécurité et migration et mobilité. Par ailleurs, le roi Mohamed VI a adressé un discours au sommet où il dit notamment ceci, je cite, « Garantir l'éducation, accélérer la formation et l'employabilité de notre jeunesse, promouvoir la culture, ordonner la migration et la mobilité constituent l'enjeu du partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. C'est avec ces objectifs porteurs d'avenir que notre approche du partenariat doit se mettre en phase. Ni l'Afrique ni l'Europe ne peuvent les atteindre en agissant de manière isolée. Notre responsabilité est commune, notre intérêt ne l'est pas moins. » Fin de citation, et nous y reviendrons en détail. Et la semaine dernière, le roi Mohamed VI a entériné la nouvelle charte de l'investissement, laquelle aura pour objectif principal à l'horizon 2035 d'inverser la part des investissements privés et publics dans l'investissement national global. La charte définit les secteurs prioritaires et les primes prévues pour l'incitation à investir et à investir de manière délocalisée. Nous évoquerons donc ces 2 thèmes avec nos invités qui ont eu l'amabilité et la gentillesse d'accepter notre invitation. Abdelhamid Belkhata, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V. Merci d'être avec nous. Hassan Saoud, bonjour. Bonjour, c'est Aziz. Vous êtes chercheur à l'Institut royal des études stratégiques. Merci à vous d'être là. On démarre avec l'axe 1, le sommet UE-UA. Alors, question pour vous deux. Donc, je commence par vous, Abdelhamid Belkhata. Quel est le continuum qu'il y a entre le précédent sommet, qui s'est tenu à Abidjan 2017, et celui qui vient de s'achever? L'Afrique a changé. Oui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Oui. Donc l'Afrique n'est plus ce qu'elle était auparavant. Et je crois que nous sommes devant un moment historique très, très significatif. L'Europe a saisi justement ce moment historique. Il sait très bien que l'Afrique n'est plus son terrain de chasse comme il a été auparavant. Et du coup, s'il veut se rattraper, il veut rattraper son retard, il faut qu'il reconsidère sa politique africaine. Et on voit très bien qu'avec ce sommet-là, l'Europe a commencé à avoir conscience du degré ou des dégâts qu'il a causés en se dessaisissant de l'Afrique, en laissant l'Afrique à son sort. D'ailleurs, l'Afrique actuellement est devenue l'enjeu géostratégique majeur du XXIe siècle. Il y a 2 régions qui bougent beaucoup, l'Indo-Pacifique et la zone Sahel. Et l'Europe en est consciente. Malheureusement, les Européens montrent un certain cynisme à l'égard du continent africain. Donc le continent africain, il est bon pour le safari, pour l'aventure, mais ça reste un continent pour les biens qu'il recèle, mais ça reste tout de même un continent dangereux pour les Européens. Donc, dans la structure mentale des Européens, l'Afrique, c'est un continent dangereux. Donc, il faut se méfier de l'Afrique. Mais je crois que cette attitude a commencé à changer et on voit très bien que les Européens ont compris qu'il faut mettre la main dans la poche et aider l'Afrique, non pas pour la maintenir dans sa situation de subordination aux puissances coloniales, mais plutôt pour l'émanciper et pour rendre ce continent, en quelque sorte, un partenaire qui peut bénéficier aussi au développement de l'Europe elle-même. Très bien. Hassan Saoud, quel lien continuum entre les 2 sommets? Naturellement, comme a dit Siad Hamid, le continent a changé. Mais dans les sommets de l'Union africaine, il y a des thématiques récurrentes. Et c'est l'agenda européen, c'est la migration, le terrorisme. Voilà. La sécurité et la migration. La migration. Mais cette fois-ci, je pense qu'il y a eu un changement. Dans la forme d'abord. Dans la forme, tout le monde pense qu'il faut repenser ce partenariat. Il faut le rénover. D'abord par
un partenariat d'égal à égal, sans condescendance, et pour le dire trivialement, le maternage européen est fini. L'Afrique est adulte et elle veut se prendre en charge par elle-même. Voilà un peu sur la forme. Sur le fond, évidemment, naturellement, le discours royal dont on va penser a quand même quitté les sentiers battus. Mais quand on voit les réactions des chefs d'État, des chefs de gouvernement, il y a des mots qui reviennent. On veut du concret. Pas seulement des promesses, et on veut de la cohésion, de la cohérence, pardon, dans pragmatisme. Un vrai pragmatisme. Et ça a été dit pendant longtemps par Sa Majesté en ce qui concerne ce partenariat. Il avait parlé du co-développement, et lequel co-développement doit se faire par la colocalisation des entreprises. L'assistanat n'est plus d'actualité aujourd'hui. Il y a un partenariat win-win qu'il faut entretenir, raffermir, et pour le raffermir, on doit obligatoirement être deux. Ça ne peut pas se faire que d'un seul. Les paramètres, je pense, européens ont également bougé. Mais je pense qu'il faut juger à l'usage. Fini le temps de la calinothérapie. Les Africains veulent que ce partenariat soit évidemment profitable aux populations des deux continents, dans les intérêts bien compris des uns et des autres. Et dernier point, je pense que l'Afrique ne peut plus supporter le prêt-à-porter politique ou le prêt-à-porter idéologique ou le prêt-à-porter économique. On ne peut pas importer les modèles européens en Afrique, ça, tous les dirigeants le disent. Il y a une situation africaine, il y a des énergies africaines, c'est à elles de développer, c'est à elles de prendre le chemin politique qui lui convient. Donc, plus d'ingérence dans les affaires de l'Afrique. Je pense que c'est un peu le résumé des impressions des uns et des autres. Maintenant, vous parlez d'un budget consistant à l'horizon ça, on en reparlera, Hassan Saoud. On jugera après. On en parlera tout à l'heure. Donc, si j'ai bien compris, cette culture ancienne de domination ou d'asservissement, voilà. Il y avait une conscience au sommet précédent de Abidjan. Maintenant, c'est devenu une exigence. Donc, en 4 ans, on peut dire les choses comme ça. Alors, Abdelhamid Belkhatab, l'argent dont parlait Hassan Saoud tout de suite, alors on parle de beaucoup d'argent, d'énormément d'argent pour faire énormément de choses. Je parlais de ça en introduction, il y a les droits de tirage spéciaux et puis il y a la stratégie globale Gateway et on parle de 150 milliards d'euros d'ici 2030. Alors si on prend la calculatrice, ça donne à peu près un peu moins de 20 milliards par an. L'Europe a vraiment les moyens de donner 20 milliards d'euros par an? Absolument, il en a les moyens. Il a beaucoup. L'Europe, c'est un géant économique quand même. L'Union européenne, ce n'est pas une simple puissance économique. Donc, on peut la qualifier de première puissance économique dans le monde. Jusqu'à présent, nous sommes devant un géant économique et un nain stratégique. Un nain géopolitique. Maintenant, cet argent mobilisé montre que les Européens ont compris qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus résoudre un certain nombre de problèmes récurrents, comme les migrations, le terrorisme, comme les changements climatiques, s'ils n'arrivent pas à mettre la main dans la poche, s'ils n'arrivent pas à aider. Malheureusement, nous sommes toujours dans cette logique d'assistanat. Toujours. Pourquoi ? Parce qu'il y a un complexe sécuritaire. Chez les Européens, il y a une théorie du complexe sécuritaire qui implique tout simplement que vous ne pouvez pas résoudre vos propres problèmes, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec vos partenaires, avec vos voisins. Donc, la résolution des problèmes se fait de manière régionale et de manière internationale. Et il y a aussi l'effet de papillon, ce qui se passe en Afrique touche immédiatement l'Union européenne, ça on le sait. Donc les Européens ont cessé d'être cyniques
envers l'Afrique. Cela ne veut pas dire qu'ils ont changé leur stratégie, mais l'essentiel, c'est qu'ils ne peuvent pas, pour le moment, ils ne peuvent pas lutter contre le terrorisme s'ils n'arrivent pas à aider les pays africains, notamment du Sahel, à se stabiliser. Ils savent très bien que ce qui se passe actuellement en Libye touche aussi directement le commerce d'armes, de trafic, de toutes sortes, touche directement l'Union européenne. Donc, cet argent qui va être projeté en Afrique donc, sera tout simplement une manière de montrer que l'Europe, l'Union européenne, a pris conscience de la nouvelle situation, de la nouvelle donne géostratégique. Donc ils ont les moyens de sortir ça. Absolument, ils ont assez de moyens et nous sommes devant, comme je l'ai dit, une puissance financière redoutable. Et figurez-vous, nous sommes toujours dans cette logique mercantiliste, cette logique de financiarisation des rapports multilatéraux. Donc, vous voulez qu'on vous aide, on met de l'argent, on mobilise de l'argent. C'est toujours question d'argent. Donc, nous ne sommes pas dans une logique de transfert de technologie ou de transfert de savoir. Nous sommes toujours dans cette logique d'assistanat financier. Pas de partenariat. Absolument pas, toujours pas. Alors justement, puisqu'on parle de ça, le roi, on revient à son discours, Hassan Saoud a beaucoup insisté sur le capital humain, sur la santé, sur l'éducation, sur la formation. Le roi qui sort d'un nouveau modèle de développement où on parle beaucoup du capital humain. Donc on voit un peu cette logique qui a donné ce nouveau modèle de développement se retrouver dans le discours du roi. Comment vous avez trouvé cette approche royale dans son adresse aux Européens, dans un discours qui était court, mais extrêmement dense? C'est une espèce aussi de feuille de route. Dans ce discours, on tord le cou aux sentiers battus. On revient dans quelque chose qu'il n'attendait peut-être pas. D'ailleurs, sur cette thématique que vous avez citée, le Maroc est co-président de la table ronde dédiée à ces thématiques que vous venez de signaler. Pourquoi? Parce que ça part d'un constat. L'Afrique aujourd'hui a plus de 60% de la population qui a 24 ans et moins. Continent jeune. C'est le continent le plus jeune, c'est la population la plus jeune dans le monde. Et donc, en termes de présence sur le marché, il faut évidemment de l'éducation, mais il faut de la formation professionnelle qui permettra l'employabilité. Et c'est ça l'enjeu du futur pour l'Afrique. En 2050, un citoyen sur 4 sera africain. Et donc, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que l'Afrique ne soit pas une vache à lait. Il faut qu'il y ait une dynamique de reconstruction d'un partenariat qui donnerait de la valeur ajoutée à l'investissement. Et la matière première, dont malheureusement beaucoup d'Africains n'ont jamais pensé à la pérennité, au problème de la pérennité, doivent faire des efforts pour créer des unités de transformation de l'industrie, évidemment spécifiques à la richesse de chaque pays, pour qu'on puisse résorber le chômage des jeunes. Parce que ce n'est pas la résorber le chômage et créer de la richesse. Mais évidemment, c'est la valeur ajoutée. L'industrie, tout ce qui est transformation, c'est de la valeur ajoutée. C'est cette industrialisation qui permettra d'apporter des réponses à une jeunesse dynamique qui est dans un autre logiciel d'avenir pour permettre d'abord de la fixer chez elle. Bon. Le développement est lié à la migration. Créons des opportunités pour cette jeunesse-là, ça lui permettra d'être fixé. On ne quitte jamais son territoire si on n'a pas le cœur serré et si on n'est pas obligé. C'est ça que l'Europe doit comprendre, étant donné sa proximité avec l'Afrique. Et quand on voit cette migration qui va vers l'Europe, on comprend pourquoi eux aussi, ils ont pris conscience. Je pense qu'ils ont changé de paramètre, d'autant plus qu'en Afrique, il y a beaucoup de concurrence, vous savez. Quand vous voyez les forums Russie-Afrique, Chine-Afrique, Inde-Afrique... Oui, mais c'est ça, c'est justement ça, c'est ce que disait quelque part Abdelhamid Belkhtab. Mais malheureusement... Ils ne sont plus les seuls. Ils sont dans la réactivité, pas dans la proactivité. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, ils étaient là depuis longtemps. On aurait pu
continuer dans cette coproduction de richesses, co-développement et colocalisation des entreprises. Ça, Sa Majesté l'a martelé plusieurs fois. C'est la seule solution de permettre à ces deux continents d'avoir un partenariat solidaire, mais d'égal à égal. Alors, on est bien d'accord, selon les chiffres, un migrant africain sur 4 quitte l'Afrique. Les 3 autres restent en Afrique. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, Hassan Saoud, il y avait avant cette vague migratoire vers l'Europe. Oui. Elle est toujours là, mais elle est aggravée, si j'ose dire, par aussi un effet d'aimant. C'est-à-dire que maintenant, avec un continent européen qui vieillit, une natalité qui baisse, oui, on a besoin de ça. Alors, justement, mais pardon, c'est Aziz, oui. La migration est plutôt intra-africaine que vers l'étranger. Oui, c'est bien ça. C'est des statistiques. Moi, je dis l'inverse par erreur. Non, mais vous avez raison. C'est les 3 quarts qui restent en Afrique. Absolument, intra-africains. Intra-africain et le quart qui quitte. Alors, extrait du discours royal Abdelhamid Ben Khattab, la pandémie a démontré qu'en termes de mobilité, les migrants ne portent pas atteinte à l'économie. Ils ont même un impact positif pour les pays d'accueil où ils sont souvent des travailleurs essentiels. Et pour leur pays d'origine aussi. Il faut donc appréhender la question de la migration pour ce qu'elle est, non pas seulement un défi, mais bien plutôt un condensé d'opportunités. Fin de citation. Alors c'est ce qu'on disait. Les Européens regardent l'Afrique selon l'ancienne vision d'il y a 20, 30, 40 ans, depuis les indépendances, comme étant un continent à problème. On rappellera même charitablement, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc. etc. Quand est-ce qu'ils vont finalement comprendre, les Européens, que l'immigration sont une opportunité. Ils ont nos médecins, ils ont nos ingénieurs. Quand je dis nos, c'est africain. Ils ont nos techniciens, ils ont nos travailleurs manuels. Ils leur permettent de faire des choses qu'eux-mêmes ne veulent plus faire ou ne peuvent plus faire. Quand est-ce qu'ils vont comprendre ça? Est-ce que c'est clair, ce qu'a dit le roi Mohamed VI? Les élites gouvernantes européennes ont compris cela depuis les années 60, ont compris que l'immigration était une aubaine pour les économies européennes. Et ils ont donc tout simplement encouragé l'immigration. Ils en avaient besoin. Ils ont toujours besoin de cette immigration. Mais le problème qui s'est posé, c'est celui de la diabolisation et la sécurisation de l'immigration. L'immigration est devenue une menace pour la sécurité de ces États. Et justement, elle est devenue une menace parce qu'il a été instrumentalisé par un certain nombre d'élites de droite. D'ailleurs, malheureusement, on constate actuellement en Europe une certaine droitisation généralisée en quelque sorte lorsqu'on parle de l'immigration. Chaque fois qu'on parle de l'immigration, tout le monde frôle l'extrême droite. Tout le monde, y compris la gauche. Pourquoi? Parce qu'on a diabolisé l'immigration. Oui. Et pourquoi? Parce que les élites européennes, un certain nombre d'élites européennes, de droite surtout, populistes aussi, ont alimenté, grâce à cette problématique, les peurs les plus profondes des Européens de déclassement, de déplacement, de remplacement. Ce sont des termes qui reviennent maintenant chaque fois qu'il y a un débat sur l'immigration. Et finalement, l'immigration n'est plus conçue comme la conçoivent justement les élites gouvernantes qui savent très bien, Angela Merkel, lorsqu'il a recueilli ce million d'immigrants, il savait très bien que la population allemande vieillissait et qu'elle avait besoin justement de cette immigration bon marché. Vous avez des médecins, des ingénieurs que vous n'avez pas formés et qui sont là pour travailler directement et qui peuvent aider. C'est du tout bénéfice pour l'Europe, c'est une perte sèche pour les pays émetteurs. Absolument. Donc, mais l'instrumentalisation, l'excès de politisation, la diabolisation de l'immigration a fait en sorte que nous sommes devant une menace qu'une aubaine. Alors, le continent, effectivement... oui, vous voulez ajouter quelque chose, Hassan Saoud? Nous sommes dans cette problématique-là dans un rapport très asymétrique. Vous voulez l'Europe veut l'élite, elle ne veut pas autre chose. Donc, les pays du Sud sont doublement pénalisés. Partant du principe qu'un cadre est un facteur de développement pour une nation. Donc, ça nous pénalise énormément. Mais l'Europe a été tout le temps un espace de migration. Les Africains ont été d'abord de la chair à canon.
Depuis toujours. Puis, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils ont été? Ils ont fait toutes les basses besognes dans la métallurgie, dans les travaux. Les mines, etc. Les travaux à forte pénibilité. Avec tous les dégâts collatéraux sanitaires, etc., qu'on constate maintenant chez beaucoup. Mais ils ont été des acteurs du développement de l'Europe. Et évidemment, les pays d'accueil ont ces dividendes qu'ils reçoivent de leurs enfants ou de leur famille, mais c'est du win-win aussi. En fait, c'est un peu le dialogue qu'il y avait eu entre les deux ministres des Affaires étrangères français et maliens dernièrement, où le français a dit aux Maliens respectez la mémoire des 53 soldats qui sont morts. Et son homologue malien lui a répondu oui, mais respectez la mémoire des centaines de milliers d'Africains qui sont morts pour votre liberté. Alors dans cette question, le continent vieillit, une plus faible natalité. Il y a une très forte migration de chez eux à ailleurs. Absolument. En Chine, en Asie, en Amérique. Donc forcément, ils vont récupérer ou essayer ou de drainer ou d'attirer vers eux nos talents. Donc pour reprendre l'expression de tout à l'heure, on ne veut pas accueillir toute la misère du monde, mais les talents du monde, oui, on aimerait bien. Bien, alors pour la migration, alors je reviens, Hassan Saoud, avec vous sur le discours royal. Donc Sa Majesté le Roi clarifie les choses. Voilà ce qu'il faut, voilà pour l'immigration, voilà pour, il ne parle pas de sécurité, voilà pour la formation avec les détails, etc. Mais à aucun moment ne figure une demande d'assistance financière, alors que les Européens disent nous on met 150 milliards. Il n'y a pas encore cette différence d'approche, on n'a pas encore véritablement compris les choses. Mais c'est le même discours de 2014 sur le plan de la sécurité. Il n'a jamais demandé d'aide. Il a parlé d'un partenariat concerté, solidaire et bien compris par les uns et les autres. C'est ça la politique africaine du Maroc. Vous savez, la migration, il y a des problèmes à régler. Comme disait Confucius, si j'étais empereur, j'aurais changé le sens des mots. Savez-vous qu'un immigré européen, quand il va en Afrique, on l'appelle expatrié. Expatrié, oui, même les mots. Qu'il soit du sud vers le nord, qu'il soit ingénieur, médecin, chercheur, c'est un immigré. Ça reste un migrant. Donc il y a des problèmes sémantiques. C'est, à mon avis, un peu discriminatoire. On ne trouve pas ça en Amérique du Nord. Du tout. Les migrants sont les migrants. C'est des migrants. Il n'y a pas c'est des migrants, voilà, quels qu'ils soient d'ailleurs. Regardez cette vision encore condescendante. Alors que nos chercheurs, nos professeurs, nos ingénieurs font les bonheurs des pays du Nord. Déjà, rien que pour le Maroc, on parle de 6 000, 7 000 médecins en France. Rien que pour le Maroc et rien qu'en France. Et la pandémie a fait connaître beaucoup de nos chercheurs qui sont dans les grands laboratoires. Oui. Et donc, il faut que le logiciel de partenariat africain change, et dans le discours et dans les actes. Alors, Abdelhamid Belkhatab, finalement, vous en parliez, mais pour entrer un peu plus dans le détail, on a l'impression que, comme disait Hassan Saoud, les Européens sont dans la réaction. C'est-à-dire que, bon, pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans après les indépendances, rien ne se passe, c'est toujours la même chose, on est en territoire conquis, etc. Et là, il y a les grandes puissances, des moyennes puissances qui sont là, les Américains qui arrivent, les Chinois qui sont déjà là, les Turcs, les Israéliens, les Indiens, les Japonais, tout le monde est là. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'ils sont dans la réaction et courent après pour maintenir des avantages, alors qu'ils ne sont pas là pour anticiper ce qui va se passer et essayer de dépasser les autres, sachant qu'ils ont un avantage, les Européens, à travers les anciennes puissances coloniales. Ce qui s'est passé est passé, ça y est, mais ils ont donc un avantage. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils tirent profit de cet avantage ou ils sont dans la réaction normale? Vous savez, ils sont très intelligents, les Européens, quand même. Oui, bien sûr, on le reconnaît ça. Ils ont perdu du temps, beaucoup de temps même. Les Européens n'ont pas vu venir le monde multipolaire dans lequel nous vivons actuellement. Ils vivent toujours dans un monde tripolaire. À la rigueur, actuellement, les États-Unis, le pôle, la puissance mondiale la plus connue, la Chine et l'Union européenne. Mais ils n'ont pas vu venir d'autres acteurs internationaux qui sont aussi des puissances qui peuvent rivaliser avec elles un certain nombre de niches et un certain nombre de continents. Et l'Afrique, justement, maintenant, est l'objet
de convoitise de toutes ces superpuissances mondiales. Et l'Europe a pris conscience un peu tardivement, bien sûr, de ce retard qu'il a accusé envers D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, et là je parle sous votre contrôle, que ce changement de paradigme qu'il y a maintenant, de doctrine au niveau des partenariats, c'est aussi bien géopolitique que démographique, parce qu'il y a une nouvelle relève. Alors je vous demandais de répondre à ça, mais juste après la pause, on se retrouve dans quelques secondes. Allez, c'est parti pour la deuxième partie du débrief. On parlait lors de la première partie, pour celles et ceux qui nous rejoignent, du sommet Union européenne, Union africaine qui s'est clôturé la semaine dernière. Nous en parlons avec Abdelhamid Belkhta, professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat, et avec Hassan Saoud, chercheur à l'Institut royal des études stratégiques. Juste avant la pause, Abdelhamid Belkhta, vous nous parliez justement de cette perte d'influence des Européens et de ce sentiment qu'on pourrait avoir qui court après les nouvelles puissances qui sont arrivées. Et je vous disais que oui, mais il y a aussi un sentiment, peut-être pas de rejet des jeunes africains, mais un sentiment on va voir ailleurs aussi. Et que donc c'est ce qui pourrait peut-être expliquer ce changement de paradigme ou d'attitude géopolitique qui se passe. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, absolument. Est-ce que les Européens l'ont compris? Oui, l'ont compris certainement. On voit très bien que l'intervention française au Mali a été un fiasco. Il y a un désastre, c'est-à-dire on n'a pas combattu les terroristes, mais on n'a pas gagné la sympathie de la population. Et finalement, on est perdant. Les Français ont perdu doublement. C'est-à-dire la présence européenne dans ce cas-là est conçue par la population africaine non comme une présence voulue, mais une présence subie en fin de compte, puisque le terrorisme est toujours là, la misère économique est toujours là. Les problèmes sociopolitiques, institutionnels sont toujours là. Finalement, la présence européenne n'a pas changé grand-chose dans ce qui se passe. Et les jeunes notamment, ont compris cela. Et finalement, lorsqu'ils n'ont plus confiance dans le partenaire européen, ils vont chercher ailleurs. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi les Chinois actuellement, les Turcs, sont les bienvenus en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils agissent de manière décomplexée à l'égard des Africains. Et les Africains comprennent très bien, justement, cette attitude décomplexée envers eux. Il faut quand même établir certaines vérités. La France a envoyé l'opération Serval sur demande du gouvernement malien, de l'État malien. Et l'histoire, il ne faut pas l'oublier. Les terroristes étaient à Mopti. Ils ont pris le nord du Mali et ils allaient être sur Bamako sans problème parce que l'État était failli. Il faut quand même rétablir certains... Oui, mais ça fait quand même... Vous savez, vous parlez d'une action militaire. Il y a des changements, on parle de changements sur 4 ans. Une action militaire qui a terminé dans le temps, qui s'est achevée. Alors maintenant, comment peut-on changer justement ce triomphe en droit, en quelque sorte, en droit de présence sur le territoire africain? Il faut faire quelque chose quand même, il faut aider la population. C'est ce qu'il nous faut. Mais attention, l'intervention militaire n'a pas pour... Il y a deux piliers. Il y a le développement et la sécurité. Ce sont deux piliers qui vont ensemble. Et malheureusement, en Afrique, il y a un problème. Et cette équation que je vais vous dire, si on ne la résout pas, on ne peut pas aller plus loin. Faut-il sécuriser par le développement ou développer par la sécurité? C'est toute l'équation de l'Afrique, il faut le dire. Et c'est au cas par cas, comment peut-on allier les deux dans une situation d'instabilité, etc. Parce qu'on ne peut pas développer dans l'instabilité. Vous savez, vous pouvez toujours gagner une guerre, mais gagner la sympathie d'une population, ce n'est pas toujours facile. Je suis d'accord. On appelle gagner la guerre est facile, gagner la paix est un peu plus compliqué. La domination, il faut la convertir en droit. C'est-à-dire, en droit, il faut que les gens comprennent à un moment donné que vous n'êtes plus. Il faut que vous soyez désiré. Vous êtes un partenaire. Et pour cela, il faut beaucoup de travail, beaucoup de pédagogie aussi. Oui. Et les Européens manquent justement de cette pédagogie. Sauf qu'il y a quand même une brutalité. Moi, je vais faire une métaphore. Je pense qu'au Mali, on ne devait pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Oui, certainement. Parce qu'il y a des sacrifices français. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Maintenant, c'est une décision souveraine, mais j'ose espérer
que le terrorisme ne refleurisse pas davantage. Je crois qu'il y a je crois qu'il y a aussi une manière qu'il a peut-être. Voilà. C'est les changements qu'il y a eu sur les 4, 5, 6 dernières années que les Africains demandent plus de droits, demandent leurs droits, demandent du respect, demandent. Les Français, effectivement, personne ne peut renier l'effort et les sacrifices qui ont été faits. Sur le budget des contribuables français. Oui, aussi bien humain que tout. Et il n'y a pas que les ressources, c'était pas pour la ressource, c'était pour la sécurité. Mais il y a la manière, comme disait Jacques Brel. Alors Hassan Saoud, je reste avec vous rapidement, avec tous ces défis. Bon, on a parlé des problèmes africains. C'est vrai qu'il y a des problèmes en Afrique, c'est vrai qu'il y a des problèmes dans la Corne de l'Afrique, c'est vrai qu'il y a des problèmes au Sahel, c'est vrai qu'il y a des problèmes en Afrique australe, mais c'est vrai aussi qu'il y a des problèmes en Europe. Nous sommes en train d'assister à ce qui se passe en Ukraine, nous sommes en train d'assister à une OTAN qui n'est pas véritablement au point, nous sommes en train d'assister à des tiraillements qu'il y a entre l'Est de l'Europe et l'Ouest de l'Europe. Est-ce que vous pensez que l'Europe a finalement cette force pour pouvoir venir en tant que force, en tant que continent, en tant que structure continentale en Europe? Est-ce qu'il n'est pas affaibli par ses propres tiraillements internes? Tout à fait. En ce qui concerne l'Ukraine, nous assistons à une crise inédite depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans cet espace-là. Donc, évidemment, un peu d'histoire. Tout commence en 1991, après la désagrégation de l'URSS. Et bien, il y avait un deal. Premièrement, que la Russie gagnerait les ambassades de l'ex-URSS, c'était acté, mais que les pays ex-Pacte de Varsovie ne gagneraient pas l'OTAN. Sauf qu'il y a eu une séquence unipolaire, si vous voulez. Avec le leadership américain, les Bush, eh ben, on a recruté tout le monde. On a avec Clinton, même les 3 pays baltes, c'était en 97, 18. Toute l'Europe de l'Est, mais c'était successif jusqu'aux pays baltes. Pour Poutine, c'est une catastrophe. Pas approcher l'étranger proche. Pour Poutine, c'est ça qui a fait qu'il a créé ce concept d'étranger proche, ligne rouge. Eh bien, nous en sommes là. Sauf que, comme un excellent négociateur, il souffle le chaud et le froid et il lève la barre haut dans la négociation. Non, on ne va pas parler de Poutine, mais de l'affaiblissement de l'Europe. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un continent affaibli? Parce qu'il y a le Brexit aussi. Il y a pas mal de exit aussi, on en parle un peu partout dans pas mal de pays. C'est vrai, vous avez un continent riche, opulent, mais paresseux géopolitique et nain géopolitique. Dans les affaires du monde, de la Syrie, en Libye, on n'a pas vu l'empreinte de l'Europe. En plus, ils n'ont pas ces piliers diplomatie, défense cohérents. Chacun y va de soi. Maintenant, ils sont dans la gesticulation. Vous savez, tout le monde il y a eu un balai diplomatique en Russie. Vous m'avez dit tout à l'heure, en antenne, même si on revient sur Poutine, alors c'est vous qui m'avez dit ça, je pense, sur le bi-multi... Mais c'est lui qui l'a inventé. C'est quoi? C'est le multibilatéralisme. Le multibilatéralisme. Le multibilatéralisme. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne parle pas à l'instance Union européenne, mais on parle à chacun des pays de l'Union européenne. Voilà, ça fait une sorte de multilatéralisme. Voilà, mais bilatéral. Je discute avec vous séparément. Il a le sens de la formule, Vladimir Poutine. Alors, dernière question. Je reviens sur le discours du roi. Une phrase qui m'a particulièrement marqué. Alors, je cite, c'est avec ces objectifs porteurs d'avenir que notre approche du partenariat doit se mettre en phase. Ni l'Afrique ni l'Europe ne peuvent les atteindre en agissant de manière isolée. Notre responsabilité est commune, notre intérêt ne l'est pas moins. Alors, quand on voit cette phrase, et bon, on sait comment est construite la langue française, des phrases courtes, avec peu de syllabes, avec peu de... Et donc la première... Très chargée de signification. Voilà, que notre approche du partenariat doit, ça sonne comme un avertissement, et quand on dit l'affirmation, la responsabilité et l'intérêt commun, c'est une sorte d'affirmation du principe d'égal à égal. Oui. Est-ce que c'est bien ça qu'on peut retenir de cette phrase qui arrive vers la fin? Oui, vous l'avez bien dit, c'est très très pertinent comme discours et c'est un discours qui rappelle aux Européens que l'Afrique n'est plus ce qu'elle était auparavant, n'est plus ce terrain de chasse, n'est plus ces pays de safari et d'aventure. Nous sommes devant un continent plein de richesses, plein de promesses, et le continent du XXIe siècle. Maintenant, il va falloir changer de stratégie, mais aussi d'optique,
pour travailler avec les Africains. Vous savez, les Européens sont victimes de leur propre succès, mais aussi de leur entreprise coloniale. Ils n'arrivent pas à changer de mentalité et n'arrivent pas à changer d'attitude à l'égard du reste du monde non occidental. Pour eux, tout ce qui est en dehors des frontières du monde occidental est presque en dehors de l'histoire. Et finalement, l'européocentrisme, le fameux européocentrisme. Voilà, l'ethnocentrisme, mais l'européanocentrisme, c'est un handicap majeur des Européens. Et cet européanocentrisme rime avec un certain opportunisme international, parfois un cynisme à l'égard de ce qui se passe dans le monde. Et c'est pourquoi la politique étrangère de l'Union européenne frôle en quelque sorte l'immoralisme. Pourquoi ? Parce que les souffrances du monde, ça ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse l'Union européenne en tant que puissance mercantiliste, c'est le business, beaucoup d'argent, c'est investir, réinvestir, gagner d'argent. Gagner beaucoup et mais le monde actuel, avec ses bouleversements, avec ses changements à venir, des changements qui sont à une échelle mondiale, ne peuvent plus supporter cette approche mercantiliste et cette approche... ils n'ont pas vu venir, ils n'ont pas vu bouger le monde, changer le monde. Hassan Saoud a un commentaire, dernier commentaire sur cette phrase percutante. Notre responsabilité est commune, notre intérêt ne l'est pas moins. C'est le sens du partenariat gagnant-gagnant. Tout simplement résumé... en deux phrases percutantes, claires, nettes. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que le discours royal introduit des paramètres du PNUD d'abord. L'éducation, la santé et la convention de l'UNESCO qui parle du patrimoine culturel. Et c'est dans le discours royal. Patrimoine matériel, patrimoine immatériel qui sont très fédérateurs. Vous savez, c'est des thématiques fédératrices. C'est ça qui peut faire, comment peut-on dire, qui peut faire une cohésion au sein des peuples, qu'ils soient européens et africains entre les deux. Moi, j'ai l'image de la remise de tout le patrimoine du Bénin dernièrement par la France. Vous avez vu quelle richesse. Oui. Quelle richesse. Le dieu de la guerre. Le patrimoine culturel est très important. Parce que le roi a beaucoup parlé de culture dans son discours. Mais évidemment, en disant que la pandémie a beaucoup impacté la culture. Sur le plan économique, évidemment. Mais c'est des thématiques qui peuvent faire converger et l'Europe et l'Afrique. Et dans ce sens-là, c'est très, très important. Dernier mot sur ce discours reflète aussi la nouvelle posture internationale et régionale du Maroc en tant que pays émergent et en tant que puissance régionale, africaine surtout. Donc le roi parle au nom de l'Afrique aussi. Donc il y a cette charge de responsabilité à l'égard du continent africain. Et s'il y a un pays qui a été touché par son partenariat avec l'Union européenne, qui n'a pas vraiment bénéficié, c'est le Maroc. Depuis son indépendance, réclame un partenariat poussé avec l'Union européenne. Mais est-ce que nous avons pu dépasser nos problèmes ? Est-ce que l'Union européenne a pu nous aider justement sur un certain nombre de questions cruciales, notamment la sécheresse, notamment l'écologie. Tout ce qu'on a fait, c'était un effort marocain. Oui. Mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, en 5 ans, qu'est-ce que le Maroc est devenu à l'Union africaine ? Voilà. Leader sur l'environnement, leader sur la migration. Un observatoire à Rabat et tout dernièrement le Centre des Nations Unies, le Centre africain des Nations Unies pour la lutte antiterroriste, où tous les Africains viendront se former ici. Voilà, donc, c'est ce qui explique le néonationalisme discursif de Sa Majesté, justement. Il est en train de construire un discours. Un discours, nous sommes le Maroc, mais un Maroc qui est ancré en Afrique. Nous sommes avec l'Afrique et en Afrique. Nous ne sommes pas en dehors de l'Afrique. Et c'est ça le leadership royal. Voilà, en fait, nous ne sommes pas plus... nous sommes d'une certaine manière autant marocains en Afrique que l'Espagne est européenne, que l'Italie est européenne. Nous ne sommes pas le Maroc.
comme la France n'est pas la France. Nous ne sommes pas devant ce nationalisme exclusif qui exclut les autres, mais plutôt un nationalisme inclusif et fédérateur. Vous vous rappelez, Hassan II avait dit on va passer au deuxième thème quand même. Que le Maroc a ses racines en Afrique et son feuillage en Europe. Voilà. Oui, je ne sais pas si c'est toujours valable. Les racines en Afrique, peut-être même aussi le feuillage en Europe. Et puis l'arrosage, si vous voulez, ça peut venir de partout pour dire les choses. Alors on passe au deuxième axe et on voit finalement cette cohérence du discours royal qu'on retrouve un peu partout. Vous avez parlé du capital immatériel, il y a aussi le capital humain, il y a le développement, le co-développement, la territorialisation. Autant d'idées que nous retrouvons dans le nouveau modèle de développement et que nous retrouvons dans cette adresse royale aux Européens. Alors, pour en arriver à la charte d'investissement, elle se fixe comme horizon, donc encore une fois, comme le nouveau modèle de développement 2035. Comment vous voyez les choses? Je commence avec vous, Abdelhamid Belkhteb. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a une corrélation entre cette charte d'investissement, on en est à plusieurs dizaines de versions, elle a pris plusieurs années avant de la mettre en place, et c'est venu 6 mois après le nouveau modèle de développement et 4 mois ou 5 mois après la formation du nouveau gouvernement. Les choses ont un sens apparemment. Absolument. Oui, ils sont congruents d'ailleurs. On constate une certaine adéquation entre justement cette charte et les objectifs du nouveau modèle de développement. Surtout en ce qui concerne une projection dans un avenir moyen. Nous ne sommes pas dans des prévisions de long terme. Pourquoi justement ce moyen-termisme de la charte, mais aussi du nouveau modèle de développement, parce que nous sommes devant un monde qui change rapidement. Les bouleversements actuels ne permettent pas, écologiques, technologiques, numériques, sociologiques, ne permettent plus, comme auparavant, de faire des plans de longue durée, des prévisions de longue durée. Donc nous jouons surtout sur le moyen terme, 10 ans, 15 ans maximum, pour voir comment les choses vont évoluer. Et le continent africain, le Maroc notamment, est amené justement à s'adapter avec ces bouleversements. Transition numérique, transition écologique, transition identitaire aussi. Nous ne sommes plus dans cette configuration sociologique où la société prend le dessus sur l'individu. Il y a une émergence de l'individu dans notre société. Il y a des cultures underground dans notre société qu'il faut inclure, qu'il faut fédérer. Donc, nous ne sommes plus dans un monde des années 70 ou 80 ou même 2000 où l'on peut, qui était stable. Le monde d'antan, d'avant l'effondrement de l'Union soviétique, était plus ou moins stable par rapport au monde actuel. Et le monde de demain serait plus instable, justement, qu'aujourd'hui. Donc, tous ces plans-là sont faits pour essayer de s'adapter aux changements qui vont venir par la suite. Un commentaire sur le lien ou le parallèle qu'il y a entre la charte d'investissement et le nouveau modèle de développement? Oui, mais le nouveau modèle de développement est clair. Il a mis le citoyen au centre comme centre d'intérêt de ce nouveau modèle, et la charte d'investissement s'y inscrit aussi. Quand vous voyez ce qui a été fait dans ce rapport de cette charte d'investissement, vous avez premièrement les industries stratégiques, l'armement, la santé, par exemple, la défense, la santé. Vous avez évidemment, comme vous l'avez dit, les primes pour les secteurs porteurs, les secteurs d'excellence et tout ça, et vous avez des primes territoriales. Parce que les projets, tout investissement, quel est le réceptacle? C'est les territoires. Et peut-être qu'on va en parler après parce que les régions sont quand même... allez-y, parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Et puis, il y a évidemment ce changement de paradigme concernant le rôle du secteur privé. L'État, jusqu'ici, a occupé beaucoup de place dans l'investissement. Eh bien, d'ici 2030, ça sera 2/3 pour le secteur privé. C'est très important. 1/3, 2/3 au profit de l'investissement public. Maintenant, ça devra s'inverser. On va inverser la tendance parce que c'est vrai. Et puis, il y a quelque chose d'essentiel dans cet investissement, c'est le soutien aux petites et aux moyennes entreprises. Ça, c'est fondamental.
qui sont eux vraiment les réels créateurs de richesse et d'emploi. Donc, vous avez cette synergie qu'il y a dans cette charte d'investissement, et puis vous avez évidemment le territoire. Vous savez, la région a des attributions énormes. Développement économique. Donc il rejoint un peu la régionalisation. Ah oui, parce que c'est développement économique. Je comprends pourquoi il a mis autant de temps à être mis en place, elle a pris autant de temps. Oui, création d'emplois, formation professionnelle, aménagement des territoires, réduction des disparités spatiales et sociales. Et la région a des attributions de diplomatie économique. Le conseil régional a dans ses attributions d'aller vendre son territoire, prôner l'attractivité du territoire et attirer les investissements. Donc nous sommes... Ça rentre exactement dans le cadre, absolument. Parce que c'est le seul espace territorial pertinent pour le développement économique. Alors, revenons avec vous, Abdelhamid Ben Khattab, si vous voulez bien. On ne perd pas le sens finalement des choses. Le Maroc est un pays émergent, pour ne pas dire une puissance émergente en matière de géopolitique régionale et même continentale. Quand on voit qu'il y a le secteur prioritaire, c'est l'industrie pharmaceutique, donc la santé, et la défense. On sait que dans l'usine qui vient d'être, dont les travaux viennent d'être lancés par Sa Majesté, c'est pas uniquement pour le Covid et c'est pas uniquement pour le Maroc. C'est pour le Covid et d'autres vaccins pour le Maroc et pour l'Afrique. Est-ce qu'on n'est pas dans un continuum géopolitique, si vous voulez, à travers cette charte d'investissement? C'est-à-dire que voilà, l'industrie pharmaceutique et la défense. Oui, nous sommes toujours dans cette logique d'émergence en tant que puissance régionale. Et si vous voulez devenir une puissance régionale, vous devez anticiper les changements qui vont venir. Et justement, les deux changements majeurs, ou les deux points de conversion actuellement stratégiques, c'est l'industrie pharmaceutique, notamment après le Covid. On voit très bien que l'industrie pharmaceutique est devenue un pilier actuellement et un enjeu stratégique entre les pays. Donc nous ne sommes plus devant une industrie simple, mais c'est une industrie stratégique et qui contribue aussi à la compétitivité économique du pays. Donc c'est un marché. Et puis, en ce qui concerne l'industrie militaire, là aussi, on sait très bien, avec les menaces que subit le Maroc, les menaces de toutes sortes, géostratégiques, politiques, militaires, cybernétiques, l'industrie, la technologie militaire devient quelque chose de crucial pour le développement du pays. Mais c'est pour donc ce n'est plus un luxe. Oui, justement. Ce n'est plus un luxe. Sur la dimension internationale. Voilà, l'investissement dans l'industrie militaire et dans la technologie militaire n'est plus un luxe pour un État émergent comme le nôtre, parce que c'est un moyen de défendre ses acquisitions, ses acquis, en matière de développement économique, en matière de stabilité politique. Si vous voulez devenir une puissance, vous devez être en mesure de défendre justement cette puissance, mais aussi de défendre la stabilité de cette puissance. Et c'est ce que fait actuellement le Maroc. En plus de ce qu'on appelle la sécurité alimentaire dont a parlé Sa Majesté, là aussi nous nous projetons dans l'avenir, puisqu'on parle actuellement alimentaire, énergétique et sanitaire. C'est en parler au discours d'ouverture du Parlement. Absolument, voilà. Mais c'est une souveraineté nationale qui va assurer une souveraineté africaine. Alors justement, on va certainement terminer là-dessus. Quand on lit dans le communiqué royal sur cette charte d'investissement, il y a une insistance sur le Maroc comme terre privilégiée d'investissement à l'échelle régionale et internationale. Donc terre privilégiée d'investissement pour nous, ok. On est marocain, on investit chez nous, ok. Mais régional, donc tout ce qui est région, CEDEAO, ou autre, et tout ce qui est continental, ZLECAf, etc. Donc ça rentre dans cette question. Alors on voit par exemple OCP Africa, ce qu'elle fait avec les usines d'engrais, même dans des endroits un peu bousculés, un peu tourmentés en ce moment, comme en Éthiopie par exemple. Et puis il y a aussi cette question d'usine dont on parlait avec Abdelhamid Ben Khattab. Est-ce qu'on ancre encore plus, on reste dans cette vision géostratégique de nous sommes une terre, vous le disiez tout à l'heure, on vend la région à l'extérieur, on vend le pays à l'extérieur. Nous sommes attractifs. Oui, bon, Sa Majesté a parlé justement de ce que j'appellerais cette intelligence économique offensive à l'international.
sur le plan national, il faut assurer une attractivité, un environnement institutionnel sain. Là, je pense que ça doit être visité. Parce que qu'est-ce qu'un investisseur cherche? Il cherche un environnement institutionnel bien réglé, un territoire attractif et des autorités. Vous savez, quand quelqu'un veut investir, il demande comment ça marche la justice, les autorités administratives, la police et tout ça. C'est tout cet environnement-là. Et puis, il y a aussi le bon vivre. Parce qu'un investisseur, il ne viendrait pas pour les beaux yeux d'une région ou d'un territoire. Il faut qu'il y ait des éléments qui puissent le convaincre de venir investir. Et je pense qu'il y a un effort important à faire sur ce plan-là. Et une région comme celle de Dakhla va être un hub important pour notre... Elle est en plein décollage. Décollage, et ça va être un hub africain extraordinaire qui va nous faire gagner et du temps Bien, alors il ne manque plus qu'à se retrousser les manches et y aller. Le nouveau modèle de développement est là. Il y a eu des élections, une nouvelle majorité est là. Il y a une charte d'investissement qu'on attend depuis des années, mais bon, vaut mieux attendre et faire quelque chose de bien, de conséquent. Ça a été fait. Donc maintenant, on y va. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci pour vos éclairages. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.